algéro-péruvienne. Et pour Mohamed, parce que Mohamed Yassef est de mère palestinienne et de père algérien. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça nous a vraiment tenu à cœur de travailler sur ce thème. Notre double culture et notamment l'effacement. Parce qu'en fait, c'est vrai que le bonnet péruvien se porte comme un accessoire de mode, mais pour moi... Il est de retour. Hein. Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est un élément qui symbolise toute une culture et surtout une culture que j'ai pas eu l'occasion je me suis en fait détachée un peu. Je vis en Algérie et je suis algérienne à 1000%, on va dire. Mais vous portez en vous cette double culture. Je porte en moi cette double culture et je porte que le côté positif, on va dire. C'est très important de parler espagnol. Mais qu'est-ce qui a fait cet effacement de cette culture aujourd'hui est en train de s'effacer petit à petit, de s'effilocher? En fait, cet effacement est tout simplement dû à une histoire qui est la colonisation. Oui. Nous, les Péruviens, on a été colonisés par les Espagnols et on a été colonisés par les Espagnols et finalement, le but premier, c'était effacer la culture Inca et Maya qui était autour. Ils ont commencé par éradiquer les Mayas. D'ailleurs, il y a eu un suicide collectif autour de ça, juste pour que le savoir reste local et pour que la culture, finalement, reste intacte. Et ce qui a fait que les éléments comme le quechua, l'espagnol latin, ils sont restés juste par volonté. Et volonté par rapport aux Péruviens. Exactement, c'est les Péruviens qui ne veulent pas que la culture soit effacée. Et vous rendez visible donc justement ces minorités ethniques. Hein. Oui. Exactement. Non, c'est vrai. À travers, bien sûr, cette installation, je le rappelle encore une fois, vidéo, qui, elle, donc, est séparée par un grillage. Au départ, bon, écoutez, vous êtes mieux placé que moi pour me donner ces explications, parce que le sujet, on va le voir dans moins de 2 minutes ici même, sur le plateau de Culture Club, séparé par un grillage. Au départ, j'avais imaginé, comme simple curieux, la frontière qui nous sépare de la connaissance, la frontière qui nous sépare de l'autre, parce qu'on garde toujours un regard assez suspicieux sur l'autre, particulièrement, l'étranger entre parenthèses. Et puis après, je me suis peut-être rendu compte qu'à travers ce grillage-là, il y a la forme qui a attiré mon attention. Oui. C'est la forme qui m'a renvoyé vers les origines de Mohamed Yassef, la Palestine qui, elle, m'a envoyé vers comment dire, le kéfier. Le kéfier, exactement. Voilà, je me suis trompé. Oui. Non, vous ne vous êtes pas trompé. C'est exactement ça. Oui. D'ailleurs, c'était la symbolique autour de ça. Il a voulu... On est dans une double ou une triple symbolique, je pense, non triple, peut-être. Oui, voilà. Oui. D'un côté, oui. Et il a absolument tenu à avoir le relief et l'ombre qui est derrière. Et l'ombre est très, très importante. Maintenant, c'est vrai que c'est une vidéo son, mais c'est une installation avant tout. Et le fait d'avoir mis en avant, carrément en premier plan, les losanges du kéfier était pour lui, en fait, c'était juste pour dire je suis là et je perpétue ça à travers juste une petite forme géométrique. Et c'est ce qui fait l'art contemporain finalement. C'est utiliser quelques symboles et quelques éléments, c'est juste un grillage toutes finalement. Ces créations, c'est le questionnement. C'est ce que je dis en début d'émission, c'est le questionnement perpétuel, donc justement, non pas seulement sur la création, mais sur les origines, sur les racines. Et surtout, ne pas pouvoir avoir de réponse claire, nette et précise. Vous savez, on a beau... Excusez-moi, juste la question autour de l'identité. Je crois que les premiers questionnements, et Karim va me contredire sur ça, qui étaient qu'est-ce que l'identité? Personne n'a pu répondre à ça. Absolument personne, même des ethnologues. Cela a provoqué un tollé terrible hors de nos frontières. Qu'est-ce que l'identité nationale? Qu'est-ce que les origines? Oui, alors, quel rejet, quelle xénophobie. Identité architecturale, identité du corps, identité de l'objet. Il y a eu plusieurs identités, mais finalement, aucune définition précise. Vous savez, c'est bien de parler des expositions, de création d'imaginaire, mais qu'y a-t-il de mieux que d'offrir des images à nos téléspectateurs à travers, bien sûr, cette exposition qui, je le rappelle, se tient donc dans un espace d'un des plus anciens depuis l'indépendance, bien sûr, à savoir la galerie Racine, jusqu'au 10, ou voire même au 15 du mois en cours. Ça s'appelle Identité, et on revient à tout de suite. N'oubliez pas vos messages sur cultureclub@1tv.dz. À tout de suite. C'est une exposition qui tourne autour de l'identité au pluriel. C'est-à-dire qu'après réflexion dans l'atelier, on s'est aperçu qu'il n'y a pas une seule identité culturelle. Il y a
tout objet porte en lui une mémoire, une identité. Donc on a demandé aux étudiants de réfléchir autour de ça, et aux jeunes créateurs de réfléchir autour de ça, et chacun a réfléchi par rapport à un objet ou à la mémoire. Ils se sont creusés tous la tête. On a abouti à un travail aussi riche en matière, en couleurs, mais aussi en réflexion. C'est une expo qui ne laisse pas froid, c'est que les gens se posent des questions, et c'est ce qu'on veut. Il y a de la peinture, il y a aussi des installations, il y a de la vidéo. Des installations vidéo, c'est important, parce que c'est une nouvelle façon de peindre. C'est de la peinture en fait, c'est le domaine des arts plastiques. Le champ est devenu tellement ouvert qu'on peut faire des films ou sculpter, ou même peindre, ou fabriquer une roulma comme l'a fait Jamal Agaglia, qui est très bien, parce qu'il a fait travailler la mémoire. C'est une pièce qui a tenu beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont habité le roulma, parce que ça leur rappelle des choses. Ces jeunes-là ont eu une petite bourse de recherche grâce à la fondation Friedrich qui nous a beaucoup aidés. C'était l'initiatrice de ce workshop-là avec l'École des Beaux-Arts d'Alger et l'Union nationale des arts culturels. Sinon, moi, je n'étais que un peu le coordinateur et un peu le monsieur qui a un peu animé l'atelier. Et je pense que c'est réussi dans un sens où les jeunes ont compris qu'il ne s'agit pas de peindre, mais de réfléchir. C'est la première fois qu'on réfléchit énormément avant de peindre. Et ça, c'est très positif. Et voilà, vous n'êtes pas sans savoir que la mémoire diminue, à moins qu'on ne l'exerce. Et bien justement, une piqûre de rappel tous les dimanches soirs sur ce même plateau à travers, bien sûr, tous ces acteurs de la scène du débat d'actualité qui viennent provoquer et parler bien sûr de leur création. Aujourd'hui, bien sûr, identité au pluriel, débat sur le même thème pour vos questions et vos réactions. À l'instant, on vient de voir pendant presque 2 minutes la création et l'installation de Mourad Klineh. Bonsoir. Donc plasticien, je le rappelle encore une fois, à travers ces images que nous venons de voir, donc qui se passent à la galerie Racine jusqu'au 15 du mois en cours. Vous avez en fin de compte lutté contre ce dicton qui dit que l'habit fait le moine ou l'habit ne fait pas le moine. Donc luttons contre l'apparence et allons au-delà du paraître en fait compte et parlons tout simplement de l'être. De l'être, exactement. Et donc voilà, durant les débats qu'on a eu, les discussions qu'on a eues avant de se mettre au travail, comme disait Adela, le problème c'était de définir cette identité. Et comme on disait tout à l'heure aussi, ce qui s'est passé en France, par exemple, le débat sur l'identité nationale, qui tendait à exclure, à cloisonner, et donc à exclure une partie des citoyens qui sont français. À part entière. Voilà. Et donc, l'idée c'était ça. Est-ce que cet habit, ce costume, qui peut être très éphémère, hein. On sait que la mode... Parce qu'on juge encore les gens sur leur apparence. Hein. C'est un questionnement. On revient bien sûr à la notion du questionnement sur cette notion d'identité vestimentaire. Exactement. Ça a été réellement votre réflexion. Et donc, qu'est-ce qui fait partie de notre identité? Qu'est-ce qui ne le fait pas? Est-ce que c'est telle ou telle tenue? En sachant que beaucoup de ces costumes-là viennent de l'étranger, qu'ils soient oriental ou occidental. Et donc, est-ce qu'on peut juger vraiment une personne sur cet aspect vraiment éphémère, en mettant de côté ce qui est le plus important, l'essentiel, qui est l'intérieur de la personne. Et pourquoi vous avez choisi donc justement la photo d'une femme pendant la période coloniale, Mourad Klineh? Eh ben voilà, celle qu'on a vue pendant le sujet. En réfléchissant sur cette notion d'identité, j'ai fait une sorte de jeu, en fait, d'expérimentation sur le net. Et alors, je rentre dans un moteur de recherche d'images et je tape des mots-clés
alors identité, portrait, femme algérienne, mémoire, etc. Et c'est l'une des premières images qui apparaît. Alors, est-ce que cette image-là est synonyme d'identité algérienne pour certains? Et donc voilà, j'ai décidé de prendre cette image-là. Mais le téléspectateur l'a certainement remarqué, le visage n'a jamais changé. C'est les habits qui ont changé. En fin de compte, parlons encore une fois de l'être et non pas... Bien sûr, c'est ce qui est pérenne, c'est ce qui reste. Votre façon, c'est une manière à vous de lutter contre la xénophobie, contre le rejet de l'autre, donc justement, et que peut, la grande question aussi bateau que la Méditerranée, que peut justement l'art contre la xénophobie aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas plus générateur que l'art, que ce soit en art plastique ou en art visuel ou en musique ou autre. Justement, par exemple, lorsqu'on débattait sur cette question d'identité, je pensais que des fois on sort l'idée de musique comme quelque chose qui parle d'identité, alors qu'il n'y a pas quelque chose qui a voyagé autant que la musique. La musique, par exemple, si on parle du jazz, les instruments, le saxophone, qui est l'instrument du jazz, vient d'Allemagne. La musique vient d'Afrique. Des musiciens viennent d'un peu partout du monde. Comment peut-on alors définir dans ces conditions, par rapport à votre création, à votre installation en vidéo, comment définit-on ceux qui suivent justement les modes étrangères? C'est l'une des questions que vous êtes souvent posée pour la création de cette... Oui, bien sûr, mais pour moi... Vous restez toujours dans cette notion du jugement. Voilà, mais est-ce que... moi, ce que j'ai dit dans mon travail, en fait, c'est un questionnement, c'est même pas des réponses. C'est est-ce que le fait de suivre des modes étrangères nous exclut de cette identité? Oui. Aussi. Et l'inverse aussi. Bien sûr. Et voilà. C'est automatiquement ça. Pourquoi la femme? J'ai le choix de la femme. Parce que nous allons revenir dans quelques instants à travers l'intervention donc de Joe Okita Wunia. Vous vouliez intervenir? Moi c'est... Avant d'abord de parler, je voulais revenir à ce que Karim Serwa disait, juste pour ouvrir une parenthèse. Nous les jeunes, on nous a toujours dit que vous ne faites rien, il faut faire quelque chose. Cette travail, cette exposition prouve que nous, on est là, on a les idées, on a les moyens, on a juste besoin qu'on puisse nous soutenir. Bon, Karim a fait cette expérience, à chaque fois qu'il y a cette expérience-là, on est là pour répondre. Donc, ça, c'était juste pour vous cette parenthèse-là, c'est pas la peine de nous crier dessus. Donc, donnez-nous les moyens et après ça, vous allez nous juger si on ne fait rien. Et pour revenir maintenant à la femme, moi j'ai toujours peint la femme. Pourquoi? Parce que ma culture, la femme... Elle est omniprésente à travers toute l'exposition, il faut le dire. Oui, ça a bien compris. Même pas ça, mais moi dans ma culture, la femme a toujours joué un rôle très important. Vous êtes congolais, il faut le dire à nos téspectateurs. De la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a deux présidents. Bienvenue chez vous. Oui, vous êtes là depuis quelques années, vous êtes intervenu à plusieurs reprises pendant l'organisation du 2e festival panafricain, donc en 2009, et puis l'une de vos créations, entre autres, parce qu'elle est collective... c'est pas ma création, j'ai participé. Oui, voilà, elle est juste en face des studios de Canal Algérie, à la télévision. Voilà. Et puis vous avez, entre autres, travaillé avec un prodige de la peinture algérienne qui, malheureusement, aujourd'hui, est allé voguer ailleurs, dans des pays du Golfe, à savoir Hamza Bounoua. Oui, Hamza Bounoua. Voilà, il y a ce travail, cet échange aujourd'hui entre ces Afriques plurielles. Oui, bon, moi, en fait, je ne sais pas si je suis hors de sujet, j'ai toujours condamné ces notions de l'Union africaine, pas condamné, la façon dont on nous présente par l'Union africaine. Pour moi, j'appelle ça, c'est une association des présidents africains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment une démarche de reconstituer cette culture-là. Nous, on a tout. Vous la ressentez? Oui, on ressent un peu ce rejet-là, parce que pour moi, c'est même le panafricain, c'est... J'ai eu la chance d'assister à des panafricains. Le premier, on peut comprendre, c'est une grande fête de famille. La plupart des pays venaient d'acquérir leur indépendance. Mais le deuxième festival panafricain, c'était, moi je m'attendais à une suite, c'est ça, c'est pas la fête, il y avait l'argent, c'est bien passé, mais la suite c'était quoi? Là, les gens ont vraiment compris, c'est ça, il n'y a pas vraiment une vraie politique. On a provoqué le même débat, je vous rassure, sur cet échange de ces plusieurs Afriques. Voilà. Parce que moi, quand vous en matière de littérature particulièrement. De l'identité, moi j'ai vu ça en Algérie, c'est toujours ça, quand on voit l'Africain, on voit la peau noire automatiquement. Il y a même ceux qui oublient que l'Algérie, il y a des Noirs algériens, tu vois. Il y a toujours ces débats-là qui... Et cela a été résumé dans un très bel ouvrage que j'ai également ramené avec moi ce soir, La nuit sur la figure, les portraits de migrants avec des photographies
écrit de Jilali et puis un texte de Yasmine Khadra. Je ne sais pas si vous avez voilà. Alors pour revenir bien sûr à cette exposition, à vos interventions, à vous, je le rappelle, Joe Okita Wounia. Alors vos interventions, j'allais pratiquement dire, sont beaucoup plus spirituelles. Et pour revenir à la mémoire, j'ai l'impression que la mémoire, elle est dans la peau. Ouais, la mémoire elle est dans la peau. Tout simplement parce que quand on parle de l'identité de la mémoire dans la culture africaine, il y a deux mémoires. Il y a les mémoires orales et il y a les mémoires corporelles. Parce que les corps en Afrique, bon, contrairement au corps d'aujourd'hui, les corps contemporains qui ne parlent pas, on est là, on ne peut pas savoir si je suis africain par rapport à ma couleur, mais il n'y a pas quelque chose qui m'identifie en tant que Congolais ou en tant que de telle région. Mais à l'époque, nos ancêtres, le fait de voir une personne, tu as toute une identité. Il n'a même pas besoin de se présenter. Tu sais qu'il est de telle région, il est de tel coin, il est voilà, même le tribu. Je vais donner même un exemple chez nous, quand tu vois un jumeau, il y a des noms. Moi, si je croise un Congolais, si il me dit je m'appelle Mboui, par exemple, je sais que c'est un jumeau. Je n'ai pas besoin de réfléchir à deux fois. Donc, il y a ces trucs qui manquent aujourd'hui. Il y a des codes, voilà. Oui, mais tout à l'heure, justement, pendant l'émission, j'avais dit que quand j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, vous m'avez fait un peu le tour du propriétaire de cette exposition, et j'avais compris que vous vouliez, à votre façon, toujours lutter contre ces clichés, contre certaines étiquettes qu'on colle bien sûr à l'Afrique, parce que dès qu'on pense à l'Afrique, on pense à l'oralité, on pense aux griots, on pense aux danses, mais pourtant, dans la contradiction la plus totale, je retrouve un peu certes beaucoup de spiritualité, hein, c'est un terme que j'ai retrouvé souvent dans vos créations, mais aussi il y a l'oralité, il y a aussi la femme et puis il y a le soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, tout simplement, moi je suis du genre, ma peinture, je sais pas si je peux me permettre de dire que c'est une peinture engagée, mais j'ai toujours défendu la cause de la femme à travers ma peinture. Pourquoi la femme qui a toujours, en Afrique, on a toujours présenté comme la gardienne de l'identité, avec tous ces slogans. On n'a pas encore été au-delà de cela aujourd'hui. La femme gardienne. Gardienne, mais en réalité, c'est pas ça. Moi, j'ai des souvenirs où je me rappelle quand j'étais gosse, si une fille te tape, c'est la chouma. C'est tout le monde, tu n'es pas un homme. C'est la même chose chez nous, je vois. C'est resté ça. Voilà. En fait, normalement, ça devait être quelque chose de normal. Aujourd'hui, et moi, je suis contre ça. J'ai essayé un peu de revisiter aussi sur le plan spirituel, depuis le christianisme, le juif, tout ça. La femme vient toujours en deuxième position et moi, je suis contre le fait que moi, j'ai dit ça, c'est essayer. Du moment où tout le monde se réfugie en disant, parce que quand on parle de la religion, personne ne refuse les gens ne veulent pas réfléchir, donc ils s'interdisent de réfléchir. Parce que Dieu a dit ceci, moi j'ai dit non, moi je ne veux pas adhérer à ça. Pourquoi? Du moment où moi je considère Dieu comme un esprit, voilà, qui n'est ni homme ni femme, ça veut dire, moi aussi je peux réfléchir Dieu en tant que femme, parce que vu la création, c'est ça aussi. Alors c'est ça que moi je pousse en disant que ni moment où il n'est ni femme ni homme, ça veut dire qu'on a tous les droits, la femme comme l'homme. Moi, j'ai toujours dit, des fois, je parle même auprès. Quel amour, pardon, et quelle déclaration. Pourquoi il n'y a pas de prêtre femme? Pourquoi il n'y a pas de même femme du moment où il y a des présidents femmes, des femmes? J'ai toujours défendu ça. En fait, ce sont des questionnements. Au début, c'est vrai, on nous a tellement enseigné ça, mais quand j'ai grandi, maintenant, à travers mes créations, je me pose des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Alors on parlait justement d'échanges, de curiosité et de regard portés sur les créations de ces Afriques plurielles. Quand on parle aussi d'Afrique, on parle de multilinguisme. Hein. Très souvent, on a développé, provoqué des débats ici, même sur ce même plateau, sur les littératures africaines. On en a très souvent parlé, entre autres avec l'organisation du 2e Salon international du livre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez sérieusement, depuis que vous êtes ici aujourd'hui, qu'il y a un véritable dialogue culturel entre ces Afriques, entre toutes ces Afriques? Ou est-ce que vous-même essayez de le développer, de le provoquer à travers, entre autres, cette exposition? Ben ouais, c'est ça. Il est aussi question de dénonciation. Question de dénonciation, bon, c'est ça. Moi, j'ai dit, en Afrique, il y a quelque chose qui se passe. La colonisation a changé de forme. Maintenant, c'est une colonisation audiovisuelle. Bon, il y a un type qui m'a toujours dit, c'est idiovisuel, en fait. C'est une colonisation idiovisuelle. Ouais. Dans le sens où... Dans les années